Quelle est la conviction la plus essentielle qu'un évitant s'efforce désespérément de faire valoir au monde et à lui-même en prenant constamment ses distances? Il ne s'agit pas simplement d'une peur de l'engagement ou d'une absence de sentiment. C'est une conviction psychologique profonde selon laquelle leur survie émotionnelle dépend entièrement du maintien d'une autosuffisance absolue. Cette distance n'est pas un rejet de votre personne, elle constitue la preuve de leur système de fonctionnement fondamental. Chaque fois qu'ils se retirent, ils accumulent des preuves à l'appui du seul récit qu'ils ne peuvent se permettre de perdre. Je n'ai besoin de personne. Aujourd'hui, vous allez comprendre les 3 preuves psychologiques fondamentales que l'évitant tente d'établir par la distance, et comment la reconnaissance de cette mission intérieure constitue la clé pour briser le cycle de poursuite et de retrait. Si vous vous êtes déjà senti déconcerté par quelqu'un qui semble vouloir la proximité tout en la repoussant constamment, restez avec moi. Nous allons exposer l'agenda psychologique caché derrière cette distance. La distance maintenue par l'évitant fonctionne comme une représentation, un effort inlassable pour valider une série de croyances psychologiques. L'écart intentionnellement créé entre eux et les autres n'est pas vide. Il se remplit activement des preuves nécessaires pour soutenir leur équilibre émotionnel. La croyance fondamentale qui alimente toute cette représentation est la conviction que la vulnérabilité équivaut à la destruction. Reconnaître un besoin d'autrui revient à lui accorder du pouvoir, et accorder du pouvoir comporte le risque inhérent d'être abandonné ou submergé. Par conséquent, la distance est perçue comme la seule position émotionnelle véritablement sûre. La première preuve psychologique que l'évitant cherche à établir est ce que nous appelons la preuve d'immunité émotionnelle. Son effort incessant vise à démontrer que ses sentiments peuvent être gérés avec succès, contrôlés et finalement réprimés à un degré qui les rend immunisés contre la douleur associée à la perte ou au rejet. Cela représente l'état idéalisé qu'ils poursuivent constamment, une forme de relation où l'engagement se produit strictement selon leurs conditions, sans la nécessité d'une expérience émotionnelle profonde. Dans le monde réel, cette preuve se manifeste par une concentration inébranlable sur la logique, le côté pratique et les réalisations extérieures tangibles. Lorsqu'une conversation s'oriente vers un territoire émotionnel, l'évitant pivote de manière prévisible vers une analyse factuelle et analytique de la situation. Au fur et à mesure qu'une relation progresse en profondeur, il se concentre soudainement sur le travail professionnel, sur des loisirs prenants, ou même sur des complications logistiques mineures. Ces comportements ne sont pas de simples distractions. Ils servent de démonstration interne active que leur système de régulation émotionnelle demeure intact. Moment après moment, ils prouvent leur capacité à transformer avec succès les sentiments en non-menaces, maintenant ainsi un extérieur froid et impénétrable. Vous le remarquerez dans les interactions quotidiennes. Lorsque vous exprimez un sentiment comme la solitude ou la tristesse face à leur retrait, ils répondent immédiatement par des suggestions concernant les horaires, les routines ou des solutions pratiques. Ils pourraient dire quelque chose comme « peut-être devrions-nous examiner nos modes de communication » ou « c'est une observation intéressante sur les relations modernes ». Ce qu'ils font, c'est prendre votre expression émotionnelle et la convertir en un concept abstrait qu'ils peuvent analyser en toute sécurité à distance. Ce n'est pas parce qu'ils ne se soucient pas de vous. C'est parce que se soucier semble dangereux et prouver qu'ils peuvent intellectualiser le sentiment pour qu'il disparaisse est leur façon de maintenir leur sentiment de sécurité. La deuxième preuve psychologique est la preuve d'interdépendance superflue. L'évitant fonctionne avec la ferme conviction que chaque besoin concevable, qu'il soit émotionnel, logistique ou autre, peut et doit être satisfait entièrement par lui-même. L'interdépendance n'est pas considérée comme un composant naturel et sain du lien, mais plutôt comme une faiblesse profonde et dangereuse. Cette preuve est activement construite par un schéma constant de rejet des offres d'aide, de minimisation de l'importance des activités partagées et de maintien méticuleux de vies strictement séparées, même dans le contexte d'un partenariat engagé. Cette preuve particulière représente la réalité qui contraste fortement avec l'état de relation idéalisé. Alors que l'idéal implique un partenariat stable, la réalité vécue est un effort constant pour maintenir deux vies distinctement parallèles qui ne se chevauchent qu'occasionnellement.
L'évitant assume fréquemment des fardeaux personnels excessifs, refuse résolument de déléguer des tâches ou même sabote subtilement des projets partagés, tout cela dans un effort déterminé pour démontrer que leur réussite est entièrement autogénérée. Ce comportement n'est finalement pas une question de compétence. Sa véritable nature est le contrôle. Ils prouvent activement leur capacité à survivre et même à s'épanouir, sans accepter de dépendre des personnes mêmes avec qui ils partagent leur vie. Vous verrez cela se manifester de manières apparemment mineures qui portent un poids psychologique énorme pour l'évitant. Ils refuseront un trajet, même lorsque c'est pratique. Ils insisteront pour payer par eux-mêmes, même dans des situations où le partage des coûts a plus de sens. Ils entreprendront seuls des projets qui seraient plus faciles avec de l'aide. Ils maintiendront des comptes bancaires séparés, des groupes d'amis séparés, des loisirs séparés, tout cela conçu pour prouver que leur vie fonctionne indépendamment de la vôtre. Lorsque vous offrez de l'aide, aussi mineure soit-elle, ils répondent par une version de « je m'en occupe » ou « je peux le gérer moi-même ». Ce n'est pas de l'entêtement, c'est une preuve psychologique. Ils se démontrent encore et encore que votre contribution à leur vie n'est pas requise, car s'ils ont besoin de vous et que vous partez, ils seront détruits. Mais s'ils n'ont jamais besoin de vous, ils sont en sécurité. La troisième, et sans doute la plus critique des preuves psychologiques, est la preuve de valeur autocontenue. C'est la mission intérieure de l'évitant pour valider sa valeur intrinsèque exclusivement par des critères internes, complètement détachés de toute forme de validation externe ou de réussite relationnelle. Ils tentent d'établir que leur valeur est inhérente, inébranlable et existe entièrement indépendamment du fait qu'ils soient aimés, désirés ou activement recherchés. Cette croyance sert de défense psychologique ultime contre la peur de l'abandon. Si leur valeur est vraiment autocontenue, alors aucune force extérieure ne possède le pouvoir de la diminuer ou de la retirer. La manifestation de cette preuve est un malaise profond, presque ancré, chaque fois qu'ils rencontrent des éloges, des cadeaux émotionnels ou des actes de service. Ils détourneront systématiquement les compliments, minimiseront la signification des gestes affectueux ou redirigeront rapidement la conversation lorsque l'attention se déplace vers leur impact émotionnel sur les autres. Ces comportements ne sont pas enracinés dans une fausse modestie. Ils fonctionnent comme un mécanisme de défense essentiel. Accepter la validation externe compromettrait immédiatement leur preuve interne. Une telle acceptation impliquerait un besoin du regard de l'autre pour se sentir digne, un concept qui contredit fondamentalement leur mission centrale d'autosuffisance absolue. Lorsque vous leur dites qu'ils sont importants pour vous, ils deviennent mal à l'aise. Lorsque vous exprimez de la gratitude pour leur présence dans votre vie, ils détournent l'attention. Lorsque vous leur offrez un cadeau porteur de sens émotionnel, ils le minimisent ou font une plaisanterie pour dissiper l'intensité. Ce n'est pas parce qu'ils ne vous apprécient pas, c'est parce que accepter que votre perception d'eux compte signifierait que leur sentiment de valeur dépend de votre considération positive continue. Et la dépendance, sous quelque forme que ce soit, est l'ennemi de toute leur structure psychologique. Ils ont besoin de se prouver que même si vous partiez demain, même si vous cessiez de les aimer, même si vous ne pensiez plus jamais à eux, leur valeur resterait intacte, car si leur valeur dépend de vous, vous perdre signifierait se perdre eux-mêmes. Comprendre la nature de ces trois preuves modifie fondamentalement la perception de la distance de l'évitant. Elle cesse d'être interprétée comme un affront personnel. Au lieu de cela, elle se révèle comme le reflet direct de leur intense effort psychologique interne. Leurs actions ne sont pas destinées à infliger du mal. Elles sont conçues pour les protéger d'une menace perçue qui provient uniquement de leur propre système. La distance fonctionne comme leur bouclier principal et toute la structure de leur vie est consacrée à la préservation de son intégrité. La stratégie essentielle pour naviguer dans cette dynamique implique d'abandonner l'effort de réfuter leurs théories et de se concentrer entièrement sur votre propre stabilité psychologique. Il est impossible de convaincre intellectuellement un évitant qu'il est en sécurité. C'est une découverte qu'ils doivent faire intérieurement. Votre fonction n'est pas de les poursuivre dans la vulnérabilité, mais de démontrer, par la cohérence de votre propre comportement, que l'interdépendance représente une force, non une faiblesse, et que la véritable estime de soi se cultive par le lien, non par l'isolement.
Cette approche est la seule voie viable pour modifier la dynamique établie et cultiver un environnement où l'intimité authentique pourrait éventuellement s'épanouir. Permettez-moi de détailler comment ces preuves fonctionnent réellement dans la pratique et ce que vous pouvez faire à leur sujet. La preuve d'immunité émotionnelle provoque fréquemment le plus de confusion pour les personnes qui recherchent la proximité. Elle établit une dynamique où toute tentative d'engagement émotionnel ressemble à la rencontre d'un mur solide et impénétrable. L'évitant emploie couramment une technique que nous pouvons appeler la mise à distance conceptuelle. Lorsqu'un sentiment est exprimé, ils le convertissent immédiatement en un concept abstrait ou un problème logistique nécessitant une solution, éliminant ainsi son contenu émotionnel. Si la déclaration est « je me sens seul quand tu prends tes distances », la réponse pourrait être « peut-être devrions-nous revoir notre calendrier de communication » ou « c'est une observation fascinante concernant l'état des relations modernes ». Ils ont réussi à déplacer la conversation du domaine dangereux et vulnérable du sentiment vers le territoire sûr et détaché de l'analyse. Pour contester efficacement cette preuve, vous devez résister à l'envie réflexe de les suivre dans l'espace analytique. Votre contre-réponse doit réancrer doucement mais fermement la conversation dans le sentiment, de manière cruciale, sans exiger un sentiment réciproque en retour. L'objectif n'est pas de les contraindre à ressentir ce que vous ressentez. Il s'agit simplement d'affirmer votre réalité émotionnelle. S'ils tentent de pivoter vers la logistique, vous pouvez reconnaître le changement mais revenir immédiatement au sentiment. Vous pourriez dire « je suis d'accord, la logistique est importante, mais avant que nous discutions du calendrier, j'ai besoin que tu comprennes pleinement que l'expérience que je vis est la solitude. » Ce réancrage constant et non agressif est la seule méthode pour démontrer que leur immunité émotionnelle perçue n'est pas, en fait, absolue. La raison pour laquelle cela fonctionne est que vous n'attaquez pas leur système de défense. Vous n'essayez pas de démolir le mur. Vous restez simplement dans votre propre vérité sans exiger qu'ils y correspondent. Au fil du temps, cela crée un environnement sûr où ils peuvent commencer à abaisser le mur eux-mêmes, car votre expression émotionnelle n'est pas une exigence qu'ils soient vulnérables en retour. C'est simplement une déclaration de faits. Et les faits, l'évitant peut les gérer. Ce qu'ils ne peuvent pas gérer, c'est le sentiment que votre émotion exige qu'ils ressentent quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à ressentir. La preuve d'interdépendance superflue se révèle par des comportements quotidiens subtils qui sont fréquemment mal interprétés comme des signes d'indépendance ou de force admirable. Ils rejetteront systématiquement les petits actes de service, refusant un trajet, insistant obstinément pour couvrir leurs propres dépenses même lorsque c'est inutile, ou minimisant toute forme d'assistance qu'ils reçoivent. Ces actions ne sont pas motivées par la politesse. Ce sont des actes délibérés de preuves psychologiques. Ils démontrent activement que votre contribution à leur vie n'est pas requise. Pour contester efficacement cette preuve, l'attention doit se déplacer de votre tendance à donner vers votre volonté de recevoir. L'évitant se trouve dans sa position la plus vulnérable lorsqu'il est tenu de recevoir de l'aide. Au lieu d'offrir de manière proactive de l'aide, qui sera presque certainement rejetée, vous devez commencer à demander de petites formes d'assistance à faible enjeu de leur part. Des demandes simples comme « Pourrais-tu tenir ceci un instant pour moi ?» ou « Pourrais-tu jeter un œil rapide sur ce message pour moi ?» ne concernent pas la tâche elle-même. Elles visent à créer un micro-moment d'interdépendance sûr. Cette action les oblige à compromettre momentanément leurs preuves, illustrant qu'une vie partagée implique naturellement de petites dépendances sûres qui ne posent aucune menace de destruction. Cela va à l'encontre de l'intuition, car votre instinct est de leur donner, de leur montrer par votre générosité qu'ils peuvent vous faire confiance. Mais donner à un évitant renforce leurs preuves. Cela leur permet de rester dans la position de ne pas avoir besoin. Mais lorsque vous leur demandez de l'aide, vous créez une situation où ils doivent s'engager dans l'interdépendance depuis une position de pouvoir. Ils sont l'aidant, pas l'aidé. Cela semble suffisamment sûr pour qu'ils y participent. Et par le biais de micro-interactions répétées comme celle-ci, vous construisez une fondation d'interdépendance sûre qui remet progressivement en question leur croyance que toute interdépendance est dangereuse. La preuve de valeur autocontenue est la théorie la plus profondément ancrée. C'est la raison fondamentale de leur profond malaise face aux éloges.
Leur système de croyance dicte qu'accepter votre évaluation positive conduit inévitablement à la dépendance vis-à-vis de votre approbation continue. Pour contester cette preuve, la stratégie doit passer de l'éloge de leur réalisation à l'accent mis sur l'impact de leur présence sur votre vie. Plutôt que de déclarer « tu as énormément de succès dans ton travail », ce qui valide leurs critères autocontenus, vous pouvez déclarer « j'ai vraiment apprécié notre conversation hier soir. Tu me fais systématiquement considérer les choses sous un angle nouveau. » Cela redirige l'attention de leurs critères internes vers l'impact relationnel, remettant en question de manière subtile mais puissante l'idée que leur valeur existe dans un vide émotionnel. La différence ici est essentielle. Lorsque vous louez leur réussite, vous commentez quelque chose qu'ils connaissent déjà d'eux-mêmes. Ils peuvent le rejeter car cela les concerne de manière isolée. Mais lorsque vous commentez l'impact qu'ils ont sur vous, vous introduisez une valeur relationnelle. Vous dites « ton existence dans ma vie crée quelque chose qui n'existerait pas sans toi ». Cela est beaucoup plus difficile à rejeter car cela concerne l'espace entre vous, pas eux seuls. Cela introduit l'idée que la valeur peut être co-créée, que leur valeur est renforcée, non menacée, par le lien. Le schéma évitant est un mécanisme de défense psychologique complexe et la distance n'est que la conséquence observable de leur mission intérieure d'établir ces trois preuves fondamentales. Votre objectif n'est pas de démanteler cette défense par la force agressive, mais de cultiver un environnement relationnel qui rend progressivement le mécanisme de défense inutile. Cela s'accomplit en étant systématiquement non réactif à leur distance, en maintenant une autosuffisance robuste dans votre propre vie et en étant inébranlablement clair quant à vos limites. Par votre propre comportement stable et prévisible, vous démontrez que l'interdépendance n'est pas un piège et que la véritable estime de soi possède la résilience nécessaire pour résister à la fois à la proximité et à la distance. Ce changement fondamental de focus, s'éloignant de la tentative de les changer et se dirigeant vers la compréhension et la gestion de votre propre réponse, est la seule voie viable pour atteindre la paix intérieure. Leur distance représente leur bataille psychologique interne. Votre paix est votre victoire personnelle décisive. L'application pratique de cette compréhension profonde repose sur le refus constant de participer à la représentation élaborée de l'évitant. Lorsqu'ils sont activement engagés dans l'établissement de la preuve d'immunité émotionnelle, votre présence non réactive sert de contre-preuve la plus puissante. Cela exige que lorsqu'ils se retirent, vous ne les poursuiviez pas, ne paniquiez pas, ni ne tentiez d'atténuer leur inconfort. Vous maintenez simplement et fermement votre propre centre émotionnel. Une technique clé à cet égard est ce que nous pouvons appeler le miroir du calme. Lorsque l'évitant fonctionne dans un état de contrôle émotionnel élevé, leur tentative active de prouver l'immunité, votre réponse doit être une articulation calme et factuelle de votre propre réalité, livrée entièrement sans charge émotionnelle. S'il communique « j'ai besoin d'espace pour les prochains jours afin de me concentrer sur mon travail », plutôt que de réagir avec peur ou colère manifeste, vous pouvez simplement répondre « d'accord, je serai pleinement engagé dans mes propres projets. Nous pourrons nous reconnecter quand tu seras prêt. » Cette réponse reflète leur langage logistique, mais elle est fondamentalement enracinée dans votre propre autosuffisance, non une réaction à leur retrait. Ce faisant, vous prouvez efficacement votre propre immunité émotionnelle face à leur distance. Ce que vous faites ici, c'est vous retirer en tant que participant à leur preuve. Ils s'attendent à ce que vous réagissiez, que vous les poursuiviez, que vous protestiez. Cette réaction confirme leur croyance que l'engagement émotionnel conduit à être contrôlé ou submergé. Mais lorsque vous ne réagissez pas, lorsque vous reconnaissez simplement et maintenez votre propre centre, vous démontrez que leur distance ne vous détruit pas. Cela est profondément déstabilisant pour leur système, dans le bon sens. Cela introduit la possibilité que peut-être, juste peut-être, l'interdépendance n'équivaut pas à l'anéantissement. Peut-être peuvent-ils être proches de quelqu'un qui ne s'effondrera pas lorsqu'ils auront besoin d'espace. Lorsque l'évitant tente activement d'établir la preuve d'interdépendance superflue, ils s'engageront fréquemment dans ce que nous pourrions appeler la pseudo-indépendance, accomplissant des actes d'autosuffisance qui sont clairement inefficaces, voire contre-productifs.
Il pourrait insister pour conduire séparément vers la même destination ou refuser de partager une tâche simple et facilement divisible. Votre contre-réponse non réactive consiste à introduire doucement et systématiquement une vulnérabilité partagée à faible enjeu. Cela implique de demander de petits moments de besoin non menaçants plutôt que de demander un soutien émotionnel majeur. Des demandes telles que « je n'arrive pas tout à fait à atteindre l'étagère du haut, pourrais-tu m'attraper ça ?» ou « j'ai du mal à décider entre ces deux options, quel est ton avis ?» Ces moments mineurs de dépendance partagée servent de blocs de construction fondamentaux de l'interdépendance et ils sont suffisamment sûrs pour ne pas déclencher la peur centrale de l'évitant. Vous leur enseignez, par l'expérience, que le besoin n'équivaut pas au danger. Chaque petite demande qu'ils accomplissent, sans conséquences catastrophiques, construit des preuves contre leurs convictions. Ils vous aident à atteindre quelque chose, et rien de grave ne se produit. Ils vous donnent leur avis, et vous ne devenez pas dépendant ou contrôlant. Au fil du temps, ces micro-expériences s'accumulent, créant un nouveau corps de preuves qui remet en question l'ancien système de croyance. Naviguer dans la preuve de valeur autocontenue présente le défi le plus important, en particulier lorsqu'il détourne les éloges ou l'affection authentique. La technique efficace ici est l'appréciation axée sur l'impact. Au lieu d'offrir des éloges centrés sur leur qualité inhérente, comme « tu es si intelligent », vous devez apprécier l'impact tangible de leur action sur votre vie, comme « la perspective que tu as partagée m'a considérablement aidé à résoudre un problème difficile ». Cette stratégie redirige l'attention de leurs critères internes vers l'impact relationnel externe, remettant subtilement en question la croyance profondément ancrée que leur valeur existe dans un vide émotionnel. Vous reconnaissez leur contribution sans exiger qu'ils compromettent leur valeur autocontenue. Vous ne dites pas « tu as de la valeur parce que je le dis ». Vous dites « tes actions ont créé un résultat positif spécifique pour moi ». C'est une déclaration de cause à effet, non un jugement de valeur inhérente. L'évitant peut accepter la cause à effet. Ils luttent avec les jugements de valeur car ceux-ci semblent pouvoir être retirés. Mais si leur action a causé la résolution de votre problème, c'est un fait objectif. Et les faits sont sûrs. La réalisation libératrice ultime est que la distance de l'évitant constitue un effort psychologique exigeant et continu pour gérer leur peur interne omniprésente. Votre propre paix est assurée en reconnaissant que cet effort intensif n'est fondamentalement pas votre responsabilité. Vous n'êtes pas le public captif de leur représentation d'autosuffisance. Vous êtes l'encre inébranlable de votre propre vie, en vous concentrant sur votre propre souveraineté émotionnelle, en favorisant une interdépendance saine avec des personnes sûres et en adhérant à vos propres critères internes de valeur, vous construisez une dynamique où les preuves fondamentales de l'évitant deviennent sans pertinence. La distance qu'ils choisissent de créer n'est plus un obstacle à votre bonheur, mais simplement une caractéristique déterminante de leur propre paysage intérieur. C'est la victoire qui détient une véritable signification. Lorsque vous cessez d'essayer de les réparer, lorsque vous cessez d'essayer de leur prouver qu'ils sont en sécurité, lorsque vous cessez de participer à leur représentation, quelque chose change. Vous ne renforcez plus leur système de croyance par vos réactions. Vous êtes simplement une présence stable et cohérente qui n'est ni détruite par leur distance, ni exigeante de leur proximité. Vous démontrez par votre existence qu'il existe une autre façon d'être. Et cette démonstration au fil du temps est bien plus puissante que n'importe quel argument ou plaidoyer ne pourrait jamais l'être. La personne qui maîtrise cette approche ne le fait pas en devenant froide ou détachée, elle le fait en devenant profondément enracinée dans sa propre valeur, sa propre capacité de lien, sa propre résilience émotionnelle. Elle comprend qu'elle ne peut pas sauver l'évitant de sa peur, mais elle peut refuser de laisser cette peur dicter les termes de sa propre vie. Elle peut aimer l'évitant sans se perdre elle-même. Elle peut offrir le lien sans exiger qu'il soit réciproque d'une manière spécifique. Elle peut maintenir ses limites sans punir l'évitant pour avoir des besoins différents. Ce n'est pas un travail facile. Cela exige une conscience de soi énorme, une régulation émotionnelle et la capacité de tenir l'espace pour le processus de quelqu'un d'autre sans le prendre personnellement. Cela exige d'accepter que vous ne pouvez pas contrôler le résultat, que l'évitant ne deviendra peut-être jamais le partenaire émotionnellement disponible que vous espérez. Mais cela exige également de reconnaître que votre paix, votre bonheur, votre sentiment de valeur
ne dépendent pas de leur transformation. Vous pouvez être complet, qu'ils changent ou non. Et cette complétude, cette autosuffisance qui est enracinée dans le lien plutôt que dans l'isolement, est la force la plus puissante pour le changement dans toute dynamique relationnelle. L'évitant essaie de prouver qu'il n'a besoin de personne. Mais ce dont il a réellement besoin, c'est de découvrir qu'avoir besoin de quelqu'un ne signifie pas se perdre soi-même. Il a besoin de faire l'expérience encore et encore que l'interdépendance peut être sûre, que la vulnérabilité n'équivaut pas à la destruction, que sa valeur n'est pas diminuée par l'acceptation de l'amour. Et la seule façon dont il peut découvrir cela est par l'expérience vécue d'être en relation avec quelqu'un qui incarne ces vérités sans exiger que l'évitant les adopte immédiatement. Votre rôle n'est pas de leur enseigner ces leçons par des mots. Votre rôle est de les vivre si pleinement, si systématiquement, que l'évitant ne peut s'empêcher de remarquer que votre approche de la vie, votre approche du lien, votre approche de la valeur est fondamentalement différente de la leur. Et dans cette différence, dans ce contraste, réside la graine de possibilité. La possibilité que peut-être il existe une autre voie, peut-être que la forteresse n'est pas nécessaire, peut-être que le lien n'est pas la menace qu'ils ont toujours cru qu'il était. C'est le jeu à long terme, c'est le travail patient de création d'un environnement où le changement devient possible, pas garanti, mais possible, et que l'évitant choisisse finalement d'entrer dans cette possibilité ou non, vous avez déjà gagné. Parce que vous avez refusé de vous abandonner vous-même dans la poursuite de quelqu'un d'autre. Vous avez maintenu votre centre, vous avez honoré votre propre valeur, et c'est la seule victoire qui compte vraiment. Si vous reconnaissez ces schémas dans votre relation, prenez un moment pour réfléchir avant de réagir. La distance n'est pas un rejet. La distance est leur façon de se prouver qu'ils peuvent survivre sans avoir besoin de personne. Chaque fois qu'ils prennent leur distance, ils accumulent des preuves pour leur croyance que l'immunité émotionnelle, l'indépendance totale et la valeur autocontenue sont les seuls chemins vers la sécurité. Comprendre cela change tout dans votre façon de répondre. Laissez un commentaire partageant votre expérience avec la prise de distance évitante. Avez-vous vu comment le retrait s'intensifie précisément lorsque les choses deviennent proches? Si cela vous a aidé à comprendre ce qui se passe réellement lorsque quelqu'un garde ses distances pour prouver son autosuffisance, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de contenu sur la navigation des schémas d'attachement dans les relations. Merci de votre attention.